Paul-Henri, bonjour. Bonjour. C'est incroyable, je suis vraiment très honoré de vous recevoir. Vous avez fait des choses dans votre vie que je peux seulement imaginer et que je pourrais seulement imaginer. Il me semble que vous avez travaillé dans la marine. Oui. Vous avez fait du déminage dans la mer. Oui, oui. Ça, sous l'eau, oui. Ça, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait des bombes. Des bombes, des mines, de tous les types d'explosifs qu'on peut trouver. En gros, c'est par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont mis des bombes dans la mer. Alors, ce qui se passait beaucoup, c'est que les Américains qui bombardaient l'Europe contre les Allemands, quand ils rentraient en Angleterre, ils ne pouvaient pas atterrir avec les bombes à bord, donc ils les larguaient en mer. Ah, ils peuvent pas atterrir avec les bombes. Ah non, c'est trop dangereux. Quoi, et elles sont inactives ou... Alors, elles sont inactives, mais il ne faut pas trop les secouer quand même. Quoi. Et les bombes, etc., vous les désamorcez sous l'eau? Non, alors on évite de démonter sous l'eau. Ce qu'on peut faire sous l'eau, c'est éventuellement couper une mine avec explosifs. Mais donc ce qui fait que vous étiez un expert de la mer, si je puis dire. Ah bah oui, on est tous plongeurs, on est tous des plongeurs. Et ce qui fait qu'en 87, on vous propose de... Voilà, j'étais bien dans la marine, ça me plaisait, j'avais des choses intéressantes à faire, mais j'ai dit bon là il y a une opportunité, il ne faut pas la laisser passer. Le Titanic. Voilà. C'est ça un peu la chance, moi je dis c'est un peu la faculté de saisir les bonnes occasions, quoi. Il ne faut pas rater le bon coup. Quoi. Voilà. Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous descendez pour voir le Titanic? Ah ben ça je risque pas de l'oublier parce que, bon, d'abord on est 3 dans le sous-marin, hein, donc, puis quand on est arrivé sur les pattes, quand on a vu la première fois la plage avant avec tout, pendant 10 minutes, il n'y a pas un mot dans le sous-marin. Bon, ben, on est venu petit à petit, et puis on savait qu'on allait arriver sur la partie avant. Donc d'un seul coup, on a vu une muraille de métal devant nous. Ça doit être impressionnant. Hein. On est monté, et puis quand on est arrivé un peu au bord, là, on a regardé, et là c'était magnifique parce que c'est en très bon état. C'est une très très belle vision, puis c'est des trucs énormes. Les chaînes des ancres, une maille, ça pèse 80 kilos, quoi. C'est pas des petites chaînes qu'on met au bras, quoi. Ouais. C'est un peu plus gros que ça, quoi. Hein. C'est des machins, ça pèse 80 kilos le truc, quoi. Et donc c'est énorme, quoi. Puis c'est magnifique, parce que c'est fou, hein. Vous vous en doutez, je vais évidemment un peu vous parler du film de James Cameron, qui est certainement un des films préférés de beaucoup de gens qui sont en train de nous regarder, dont un de mes films préférés aussi. Et au tout début du film, on voit les images de James Cameron qui filme le Titanic. Avec 2 sous-marins russes. Et alors, est-ce que c'est pareil comme on voit dans le film? Est-ce que vous avez vu ça? Ah ben oui, c'est la même chose, hein, parce que bon, je connais bien James Cameron. Hein, vous connaissez? Et Leonardo DiCaprio aussi? Non, Leonardo DiCaprio, jamais rencontré, mais James Cameron, c'est un ami, quoi, hein, c'est devenu un ami. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'on a beaucoup échangé ensemble, et faut raconter des histoires avec lui qui sont amusantes au sujet du film. Hein. Et alors même d'ailleurs au sujet du film, moi quand j'ai vu le film la première fois, j'étais ici à Paris. Ouais. Vous aviez déjà, du coup, vous plongé pour voir le Titanic? Oui, ça faisait des années qu'on plongeait. D'ailleurs, James Cameron avait voulu travailler avec nous là-dessus. Et le président de la société américaine avec qui on travaillait, nous, avait dit non, je veux pas parce que je connais pas Cameron, enfin, etc. Et moi, quand j'ai vu le film était présenté à la presse à Paris. Toute la presse qui était là, à la fin du film, s'est levée et applaudi. Et les gens avec qui j'étais, ils m'ont dit, ça fait 20 ans qu'on fait ça, on n'a jamais vu la presse se lever et applaudir. Moi, je suis sorti, je suis allé dans le bistrot du coin, j'appelais mon copain aux États-Unis, et je lui ai dit, t'es le dernier imbécile parce que le film il est fantastique. Ah, vous avez adoré le film?
Alors lui, il était où? Je le réveillais, il me disait, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il ne comprenait pas ce que je lui disais. Il était encore endormi. Je lui ai dit, t'es un imbécile de pas, qu'on n'ait pas travaillé avec. Depuis, il a regardé, j'espère. Oui, après il a regardé. Mais de temps en temps, il me disait, ouais, mais ça, je suis pas très sûr. Je dis, arrête. J'aurai d'autres questions justement sur le film après. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur votre mission, du coup, qui était d'analyser un peu le bateau. Et aussi, vous avez remonté des objets qui sont maintenant historiques. Vous avez remonté combien d'objets en tout? Alors le nombre exact, moi j'ai un inventaire complet, on dit plus de 5500, mais on en a remonté 5842. C'est énorme, 5842. Oui, et puis il y en a encore. Hein. En combien de fois? Vous avez plongé combien de fois Alors avec le Nautil, on a fait 120 plongées. Ah oui. Avec les sous-marins russes, on en a fait une quarantaine. Ok. Donc ça fait à peu près 160 plongées pendant lesquelles on a remonté des objets. Combien de temps vous mettez à descendre jusqu'au Titanic? Oui. Et ensuite, combien de temps vous restez dans le... Alors, pour descendre avec le Nautil, qui est un sous-marin qui est très rapide pour descendre et remonter, 1h03 au maximum pour descendre ou pour remonter. Énorme. Mais c'est profond. Ben, il y a 3800 mètres. Hein. Et alors au fond, en moyenne, on reste entre 4-5 heures et jusqu'à 8 heures. Oui, c'est énorme. Mais comment vous faites pipi, par exemple? Ah, ben alors ça, c'est une bonne question. C'est que, bon, pour les hommes, c'est pas un problème, parce qu'on a un bidon et puis on se débrouille, quoi. C'est une bouteille, quoi. Mais bon, on peut difficilement rester 12 heures ou 13 heures dans le sous-marin. Enfin, surtout moi, actuellement, à Saint-Ernage, bon, j'y arrive, mais il y a des jours, dès qu'on sort, en vitesse. Il va falloir beaucoup de bouteilles. Ben, ce qu'on dit aux gens, il ne faut pas boire la veille, quoi. On boit pas, on s'arrête de boire le soir. Quel est l'objet le plus, comment dirais-je, le plus cher, ce qui a le plus de valeur que vous avez remonté? Alors, on a trouvé dans le champ de débris, puisque quand le bateau s'est cassé, il s'est un peu vidé, il y a eu plein de choses qui sont réparties. Il y avait un coffre-fort. Donc on l'a remonté, mais malheureusement, c'était probablement un coffre-fort des 3e classes, donc il y avait un sac avec des pièces dedans, mais pas grand-chose. Et il y avait des coffres-forts dans la... Ah ben il y en a toujours un, il y avait aussi la chambre forte, mais là, il y a une chambre forte dans un paquebot? Ah ben oui, elle a à peu près la taille de cette pièce, quoi. Non. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais la porte est fermée, on était devant la porte, et puis bon, bah, c'est pas avec le petit robot qu'on va arriver à ouvrir la porte, hein. Donc elle est là et personne ne peut aller dedans. Par contre, il y avait un sac qui était au milieu dans le champ de débris aussi. Et ce sac qui nous intriguait parce que les anses, il y avait 2 anses, c'était cette espèce de sac comme ceux qu'avaient les médecins avant, avec un truc qui s'ouvre comme un compas. Oui, je vois très bien. On appelle ça des Glaston bags. Et bon, il y avait les 2 anses qui étaient coupées par visiblement un outil tranchant, quoi. Un coup de couteau. Moi j'ai ouvert le sac en surface après, j'ai enlevé une bouteille d'abord en verre, blanche. Il n'y avait rien de particulier. Il y avait une chemise blanche aussi, de la chemise. Puis après, il y a des coffrets, genre des coffrets, des bijoux dedans. Des bijoux et des bijoux et des bijoux. Ah, beaucoup de bijoux. Beaucoup de bijoux. Après, il y avait des liasses de billets. Ah, donc un sac qui avait de la valeur. Hein. Ah ben, il y avait tout. Et c'était très vraisemblablement le contenu d'un coffre-fort qui a été vidé, peut-être par un commissaire. C'était interdit d'amener des bagages sur les canaux de sauvetage. Mais ce qui était bizarre, je ne sais pas si quelqu'un l'a attaché avec une ficelle, a voulu le descendre dans un canot de sauvetage en cachette. Quelqu'un a vu ça, il a coupé les c'est pour ça que ça a été coupé. Peut-être, on ne sait pas. Là, on suppose, c'est tout ce qu'on peut faire. On peut pas... Et alors, à qui appartiennent maintenant ces bijoux? Est-ce que vous pouvez prendre un petit bijou? Ah non, ça il n'est pas question. Parce que c'est un petit bijou dans la poche. Alors j'ai évité que ça se fasse, justement, autant que possible, parce que bon, j'étais, surtout en 87, j'étais un peu chargé de la sécurité des objets, donc j'étais dans un conteneur, et sur ce conteneur, j'avais mis 2 cadenas. J'avais une clé du cadenas et l'autre je l'avais donné au commandant. Donc. Mais pour ouvrir le conteneur, il fallait qu'on soit 2. Donc comme ça, on était sûr qu'il n'y en avait pas un qui fasse quelque chose, qui n'avait pas envie de... Alors il y a eu un jour un incident, il y a quelques pièces qui ont disparu. J'ai dit j'arrête l'expédition. Ah oui. Puis alors mon équipe, ils savaient que j'étais assez con pour le faire. J'ai dit bon ben on rentre, hein. Moi je ne travaille plus dans ces conditions-là. Puis je suis parti aller manger. Puis pendant que j'étais en train de manger, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu devrais aller voir devant le Les pièces sont revenues? Les pièces étaient revenues. Ah oui. J'ai dit « Bon, ça va, ils ont compris. » Parce qu'ils savaient qu'avec moi, ça passait pas et que si j'avais dit « On rentre à la maison », j'arrêtais tout, quoi. Hein, je l'aurais fait, quoi. Mais du coup, ça appartient à qui? Quand on a remonté quelque chose, la loi, c'est une loi internationale. Hein. En France, on va avoir un administrateur des affaires maritimes. On lui dit « Voilà, on a trouvé ça, on demande de venir les... sauveur en possession. On ne demande pas la propriété des objets, mais on veut faire reconnaître qu'on a fait
le sauvetage de ces objets. Donc le juge, le receveur au grec, l'administrateur des affaires maritimes, il a 1 an et 1 jour pour trouver le propriétaire. S'il ne trouve pas le propriétaire, c'est le sauveteur qui devient propriétaire. D'accord. Et alors, ce qui s'est passé un jour, on a trouvé une montre. Une belle montre en or, mais alors vraiment carrément dans le sédiment, comme ça, posée, parce qu'on était en train de récupérer quelque chose, et à côté, il y avait... Donc, vous avez la possibilité avec les robots de avec les bras. De prendre des montres. Oui, parce que, bon, avec les pinces du bras, on ne peut pas, parce qu'on casse tout. Oui. Les bras, c'est des bras hydrauliques, c'est très fort. Okay. Donc on met au bout, on met des outils. Genre des petites cuillères, genre? Non, des ventouses. Qui aspirent? Alors, c'est relié à une pompe qui aspire. Comme ça, on prend quelque chose, on prend ça, là, en verre, pop, hop, ça colle. On le met dans le panier, et avec cette petite ventouse, on pouvait soulever 50 kilos avec, ou on pouvait soulever une tasse à café. Ou une montre en or. Ou une montre en or, sans l'abîmer, sans la rayer, sans rien faire. Ah ouais. Tac, on prend le truc, et puis on met dans le panier. Donc on a remonté cette montre, et il se trouvait que cette montre, il y avait des initiales dessus, on a su à qui ça appartenait. Il y avait ce monsieur, puisqu'il s'appelait Brown, il avait une fille qui s'appelait Edith, c'était une survivante, c'était donc la montre de son père. Elle se souvenait... Et lui, il avait disparu. Il a disparu dans le naufrage. Dans le naufrage. Donc, elle se souvenait qu'au moment où elle est montée dans le canot de sauvetage, son père a mis la main dans la poche, il a sorti la montre, il a regardé l'heure. Et il a remis la montre dans la poche, quoi. En lui disant, on se retrouve à New York. Et on a donc trouvé la montre, on est allé en Angleterre, on a donné... Ah, vous étiez là? Vous lui avez donné? Regardez quel âge. Quand je l'ai connue, moi, elle avait 88 ans. Elle avait 16 ans quand elle était sur le Titanic. Hein. Donc, on lui a remis la montre. Elle ne l'a pas réclamée, elle, tout, mais on a décidé de lui faire cadeau parce qu'on a senti qu'elle était contente de revoir la montre de son père. C'est une belle histoire. Quoi. Vous voyez toutes les histoires, les amis, vous avez vu toutes les histoires dans ce livre. C'est incroyable. Vous avez trouvé plein d'histoires sur des objets. Voilà, sur des... et à partir de ces objets, on arrive à retrouver l'histoire de Jean. Les objets, c'est la mémoire historique du bateau. Et bien justement, en parlant de passagers, est-ce que Rose et Jack ont existé? Parce qu'on voit une Rose dans le film, au début du film, on voit une dame qui balance son collier. Est-ce que déjà ce collier existe? Est-ce que cette dame était Rose? Et est-ce qu'il y a un Jack? Non, alors, bon, Cameron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris plusieurs histoires du Titanic et il en a fait une seule histoire en mettant... Bon, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est appelé Rose, il n'y a pas eu quelqu'un comme... Il n'y a pas eu une histoire d'amour entre eux, etc. Mais bon, mais ça n'enlève rien à la valeur du film. Ça n'enlève rien parce que c'est une histoire dont toutes les parties ont existé. Puis qui aurait pu exister peut-être. Ah ben, complètement, mais il y a eu des choses qui ont ressemblé un peu à ça, parce qu'il y a eu des contacts entre des gens des troisième classes et des premières classes. Il y a toujours des gens qui arrivent à se faufiler dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Cameron a utilisé un historien qui était un de ses amis d'enfance et qui est un type excellent et qui connaît parfaitement l'histoire du Titanic. Donc Cameron a essayé d'être le plus réaliste possible. Mais justement, en parlant de réalisme, est-ce qu'il y avait de la place pour deux sur ce radeau à la fin? Alors, entre Rose et Jack. On va poser la question en me disant c'est une porte et est-ce qu'on peut mettre deux sur la porte? Alors j'ai dit d'abord, et je le sais, c'est pas une porte, mais il y avait des boiseries à l'intérieur du bateau. Donc quand le bateau cette partie-là a explosé, il y a des morceaux assez grands donc qui flottaient et il y a Rose dessus et on voit très bien quand même quand elle est dessus, c'est qu'il y a une grosse partie qui est sous l'eau quoi. Quand il y a une partie qui est sous l'eau, donc on peut pas être deux là sur une planche comme ça, on peut pas en mettre deux quoi. Donc il n'avait pas. Il n'avait pas si tort. Non, il ne pouvait pas y arriver. Alors ce qui est étonnant, c'est que le diamant bleu dont vous parlez là, le collier. On a trouvé celui du film au fond. Parce que quand ils l'ont jeté, mais non. Et on a une photo où on le voit au fond. Et vous ne l'avez pas remonté? Non, on l'a pas touché parce que le sous-marin en question n'avait pas de bras pour le faire. Sinon, j'aurais peut-être remonté. J'aurais rendu à Cameron, je lui ai dit tiens, t'as perdu ça. Mais... Au-delà des descendants, nous, à notre génération, ce qui a relancé l'intérêt général pour le Titanic, on va dire en grande partie, c'est le film. Mais est-ce que dans les années 50, 60, 70, est-ce qu'on en parlait encore énormément ou... Non, alors ce qui s'est passé, après le naufrage, on en a beaucoup parlé évidemment, il y a eu des gens qui ont voulu renflouer le bateau, alors n'importe quoi, avec des balles de ping-pong, en mettant des explosifs pour créer des bulles de gaz pour le remonter, il n'y avait pas de technologie pour faire ça, donc il y a eu des tentatives comme ça, puis après ça s'est un peu tassé, alors il y a toujours eu des descendants,
parce qu'il y avait quand même des survivants, des descendants des survivants, il y a eu quelques associations et tout, mais on n'en parlait pas beaucoup. Et c'est seulement dans les années 80 où il y a eu des gens qui se sont dit tiens, on va essayer de trouver le Titanic. Bon, la technologie commençait à être déjà meilleure, on pouvait avoir des chances. Et puis finalement, c'est en 85 qu'il y a eu une expédition franco-américaine qui a trouvé l'épave du Titanic. Ah, vous ne l'aviez pas trouvé avant 85? Elle a été trouvée le 1er septembre 85. Ah, c'est-à-dire que le naufrage c'était en 1912. Pendant 73 ans. On ne savait pas où était On ne savait pas où il était. Et les gens qui avaient regardé, qui avaient cherché un petit peu avant, dans les années, au tout début des années 80, ils cherchaient dans un endroit, là où le bateau avait envoyé une position, mais la position était fausse. Et finalement, donc l'épave a été trouvée à peu près 20-30 km plus à l'est de là où ils croyaient être. Ils étaient en retard par rapport. Mais c'est-à-dire jusqu'en 85, on n'avait aucune idée de comment à quoi ressemblaient les épaves. Comment a eu lieu l'accident. Voilà, alors il y a eu quand même quelque chose. Ils ont dit, bon, il a heurté un iceberg, ça fait une brèche de 100 mètres de long. Alors j'ai entendu dire que l'iceberg, on n'est pas sûr de cette théorie. Ben non, parce que moi déjà, quand on m'a dit 100 mètres de long, j'ai dit 100 mètres de long, le bateau il coule en 10 minutes. Il a coulé en 2h30, donc la brèche, c'est pas une brèche de 100 mètres de long, ça tient pas debout. Donc quand on a fait les premières plongées, on a cherché la brèche. Vous n'avez pas vu de brèche? On l'a pas vue. Pourquoi? Parce que la partie avant, quand elle est arrivée au fond avec un peu de vitesse, elle a fait une espèce de charrue dans le sédiment, et l'avant s'est enfoncé de 10 mètres. En profondeur. Okay. Donc toute cette partie avant, elle est cachée. Alors on s'est dit, bon, les brèches, elles sont peut-être dans cette partie cachée. Donc quand on a fait les premières plongées, on a cherché la brèche. Donc on a utilisé un genre de sonar, faire une espèce de radiographie du côté. On a vu 6 brèches, des petites brèches, pas très longues, 4-5 mètres de long, pas très larges, enfin, etc. Moi j'ai calculé, bon, 1 mètre carré, il rentre tant de tonnes d'eau à la minute, donc en 2h30, la moitié du bateau est plein, il coule. Quand le bateau est à moitié plein d'eau, il coule, c'est normal. Donc ça devenait logique, quoi. Okay. Maintenant, je suis pas sûr à 100% que ce soit ça. Donc j'aimerais bien qu'on refasse ça, d'ailleurs, même avec les... Parce que bon, la technologie s'est améliorée. Maintenant, on a des appareils qui sont en couleur, 3 dimensions, de bien meilleure qualité. Mais ce que je voudrais voir, moi, c'est si ces brèches qu'on a vues, passer quelque chose dedans pour être sûr qu'on va de l'autre côté, quoi. Passer une lame ou quelque chose. Ouais, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la glace d'un iceberg, c'est pas la glace des glaçons qu'on a dans le frigo. Ah, qu'est-ce que je me disais, ça doit être vraiment dur et tranchant. Alors tranchant, ça peut l'être, mais dur, c'est aussi dur que du béton. Hein. C'est de la glace qui a des millions d'années. Et là, il y a la masse, dur à casser, quoi. Hein. Donc le Titanic, il était bien fait. Mais un bateau, c'est pas fait pour entrer dans un iceberg, quoi. Il y a pas, même aujourd'hui, quoi. Hein. Et j'ai vu qu'il faut se dépêcher, parce que j'ai vu qu'apparemment, le Titanic est voué à disparaître. Ah bah oui, ça petit à petit. Ça c'est fou, je pensais pas que... Ah bah, pourquoi? Parce qu'il y a déjà des bactéries qui utilisent le métal. Il y a les biologistes qui ont travaillé avec nous, ils ont dit, bon, il y a à peu près, disons au maximum 400 kilos de métal par jour qui disparaît. Oui, c'est énorme. Ça paraît énorme, hein, mais le bateau il faisait 50 000 tonnes, ça fait 50 millions de kilos. Oui. Alors si on divise 50 millions de kilos par 500, même si on dit 500 kilos par jour, on arrive à 3 ou 4 siècles. Et pour vous, il ne va pas vraiment changer? Si, il change. Ok, vous avez vu quand même une différence entre 87 et... Voilà, bah oui, et même presque d'une année à l'autre. Un exemple, en 87, quand on était près du grand escalier, il y avait juste à côté, il y avait les gymnases. En 93, le toit s'était effondré. Donc faut aller vite, en vrai. Ben, il faut pas trop tarder, quoi. D'ailleurs, j'ai une question un peu indiscrète. Il y a encore des corps? Alors, ça, faut être clair là-dessus, c'est pas possible. Des squelettes, Non. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, bon, quand on dit le Titanic, il y a 1500 personnes qui ont coulé avec, c'est pas possible. Les gens, on leur met des brassières de sauvetage, on leur demande d'aller sur les ponts. Donc déjà, 90% des gens, au moins, sont à l'extérieur sur les ponts. Si on a une chance de s'en sortir, c'est dehors, c'est pas là-dedans. Ouais. Bon, maintenant, il y a certainement quelques malheureux qui ont coulé avec le bateau. Piégés. Donc il y en a qui ont été piégés, mais c'est un nombre infime. D'ailleurs, les survivants qui étaient dans les canots de sauvetage, quand ils sont revenus près de la zone, ils ont dit qu'il y avait une marée de corps en surface. Et les gens ne se sont pas noyés, ils sont morts de froid dans l'eau. Ah, ils sont morts de froid? Ben oui, parce que l'eau est à moins 2 degrés. Ah, moins 2, on ne peut pas survivre? Ah ben, dans la marine, on dit 5 degrés, 5 minutes.
Ah, parce que moi, parfois, je fais des petits concepts dans ma salle de bain où je mets un bain de glaçons et je mets mes invités dedans. C'est dangereux, du coup. Ben oui, parce que, alors, bon, il y a des gens qui résistent, surtout si on met la tête dans l'eau, c'est encore plus dangereux. Okay. S'ils peuvent respirer, ça va déjà mieux, mais enfin, si on met la tête dans l'eau, non, je rigole, mais il y a des gens qui résistent plus. Oui, mais il y a des gens qui ont survécu le Titanic et qui étaient dans l'eau et qui ont tenu une demi-heure, quoi. Mais pas plus d'une demi-heure, quoi. Après, c'est impossible. Moi, je suis plongeur, J'ai plongé dans de l'eau froide, même avec des combinaisons et tout, prend une claque. Mais donc l'histoire des requins qui ont mangé les... Alors, il n'y a pas eu d'histoire comme ça avec le Titanic. Alors, après les corps, il y avait des brassières de sauvetage, ils ont dérivé, ils sont partis loin. Pendant des mois qui ont suivi, il y a des bateaux qui sont allés en mer et qui ont récupéré plus de 300 corps en surface. Bon, dans des états plus ou moins bons d'ailleurs. Il y en a qui ont été ramenés, il y en a qui n'ont même pas été ramenés parce qu'ils étaient trop déjà en état de décomposition. Alors, pour qu'il y ait des corps avec une brassière de sauvetage qui soient tombés autour du Titanic, c'est quasiment impossible. Et puis au fond, le sédiment, il est très acide. Donc, toutes les matières organiques, elles sont détruites par l'acidité. D'accord, donc tout disparaît finalement. Tout disparaît. Merci beaucoup Paul-Henri, vraiment pour tout. C'est incroyable pour moi de vous rencontrer et je suis trop heureux d'avoir partagé ça avec les gens qui me regardent. En tout cas, si vous voulez avoir plein d'autres histoires sur dans les profondeurs du Titanic, n'hésitez pas les amis, ça se lit ultra facilement. Je l'ai eu hier, j'en suis presque à la moitié tellement je l'ai dévoré. On a vraiment l'impression qu'on est avec vous dans le sous-marin. On est en immersion, on ressent tout ce que vous ressentez. Et vraiment, j'ai trop kiffé, je vais le finir tout à l'heure. Ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui aiment ça, qui aiment ce bateau, qui aiment le film. Ça, c'est fascinant, c'est incroyable. Je ne connais pas un événement dans le monde, même un événement historique, qui intéresse autant de monde. Il y a une fascination collective. Moi, il y a des jeunes qui viennent me voir, qui me posent des questions. 6-7 ans, je leur dis, mais t'en sais plus que moi. C'est vrai, pour moi c'est fabuleux d'avoir des questions comme ça. Pour nous c'était fabuleux de vous recevoir. Merci infiniment.